Bonsoir et bienvenue à tous pour cette émission spéciale, ici en direct du boulevard Malesherbes de Paris, en direct de l'association Croissance Plus. Cette première émission des dialogues stratégiques, présentée par Véronique Anger, la rédactrice en chef des dialogues stratégiques. Nous sommes en direct sur le site Agoravox et nous sommes live tweetés sur le hashtag DS1, retenez bien DS1. À tout moment, cette émission étant participative, vous pourrez poser des questions bien sûr, ici dans la salle, c'est en public. Derrière votre écran, chez vous, vous pourrez poser des questions sur le chat et sur Twitter, donc DS1, le hashtag. Moi, je m'appelle Éloi et je suis le passeur de vos questions. Donc, quand vous les posez, elles arrivent ici et je les poserai à nos invités. C'est parti pour la première émission des dialogues stratégiques. Véronique Anger, je vous cède le micro. Merci Éloi. Bonsoir. Avant de lancer ce débat intitulé « L'entreprise de la nouvelle ère » avec Joël de René et Philippe Dessertine, que je suis très heureuse d'accueillir, je tiens à remercier Olivier Duhat, président de l'Association des entrepreneurs de croissance, Croissance Plus, et Florence Després, directrice générale, qui nous accueillent ce soir dans leurs locaux. Bonsoir Joël de René. Bonsoir. Vous êtes prospectiviste, écrivain, conseiller de la présidence de la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, président exécutif de Biotics International, conseiller du Premier ministre mauricien sur le projet Maurice Île Durable. Vous êtes également personnalité de l'économie numérique 2012. Vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages, dont Le Macroscope, L'homme symbiotique et l'homme créa la vie. Dans votre dernier ouvrage, Surfer la vie, comment survivre dans la société fluide, aux éditions Les Liens qui libèrent, vous proposez une nouvelle approche des relations humaines en vous fondant sur votre expérience du surf, sur la surf attitude, pour, dites-vous, aborder autrement les grands défis de demain et donner plus de sens à sa vie. Philippe Dessertine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes financier, économiste, président de l'Institut de haute finance. Vous êtes également professeur à l'Université de Nanterre. Vous êtes venu avec un public nombreux ce soir d'étudiants, de jeunes étudiants. Vous êtes également l'auteur de « Ce n'est pas une crise, juste la fin d'un monde » et « Le monde s'en va en guerre, ne sait quand reviendra » aux éditions Anne Carrière. Votre dernier essai, La décompression des solutions après le krach aux éditions Anne Carrière également, est une réflexion globale sur notre monde en crise. Vous posez un regard sans concession, mais c'est aussi un message d'espoir, car des solutions existent, dites-vous, à condition de décompresser. Encore faut-il se donner les moyens de révolutionner le système économique mondial en intégrant dans le même raisonnement finance, technologie, sociale, mondialisation et démographie, je vous cite. Pour vous, sans révolution, pas d'issue. Vous parlez de la nécessité d'une rupture radicale quand Joël de René milite pour une évolution en douceur de la société rigide vers la société fluide. Une fluidité qui, dites-vous, permettra d'aborder avec un regard neuf les grands problèmes actuels liés à l'énergie, à l'éducation, à l'environnement et à la santé. Alors, révolution ou évolution dans la société de la nouvelle ère? Alors ça, c'est la grande question, c'est le jeu de mots qu'on emploie évidemment très souvent. La révolution donne une impression de discontinuité. L'évolution, c'est le contraire. L'évolution biologique, c'est la continuité, même s'il y a des mutations et la sélection naturelle. Donc ce que j'essaye de décrire, et Philippe d'ailleurs aussi le fait très bien, lui il utilise le mot décompression pour montrer que nous sommes rentrés dans une ère où tout est beaucoup trop coincé, si j'ose employer ce terme. Moi je dirais trop rigide. Et à décompression, je complémente décompression par surfer, cette notion de fluidité. Donc effectivement, c'est une évolution. La fluidité du surfeur nécessite qu'il s'adapte en permanence, parce que c'est un des seuls sports au monde qui se pratique sur une surface qui se modifie sous lui. Donc on dit, regardez, il est en équilibre. Il n'est pas en équilibre, il est en déséquilibre permanent. Ça, c'est la vie. La vie est une oscillation permanente pour corriger les écarts à l'équilibre. Donc, il doit anticiper, il doit prévoir. C'est comme la vie est une vague, la vie est un flux. Et sur cette vague, sur ce flux, nous devons surfer pour amener progressivement, et je donne des exemples de la manière dont elle arrive, cette société fluide qui va changer la politique et changer la société elle-même. Merci. Philippe, vous parlez de la révolution du numérique, vous ne parlez pas de surf, mais vous parlez de vagues aussi, de vagues noires. Qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter à cela? D'ailleurs, c'est drôle parce que, en fait,
D'abord, on est surfeurs tous les deux, quand même, hein, il faut Ah, le dire. d'accord. Mais en réalité, le surf, comme moi, la décompression, ce sont des termes qui sont utilisés dans la mer. La décompression, ce sont les paliers de décompression aussi que l'on doit faire quand on remonte vers la surface, quand on quitte les abysses et qu'on retrouve le soleil. Donc, on est quand même aussi là sur une idée de fluidité dans le mode de fonctionnement. Ce que je crois, en effet, c'est que nous sommes dans une situation économique très grave aujourd'hui, très compliquée, très complexe, que bien entendu il y a des solutions et que c'est très important de le dire aux jeunes générations, qu'elles n'aient pas le sentiment que nous sommes dans une impasse, justement dans un tunnel, que nous ne coulons pas mais que nous remontons bien. Simplement, lorsque je parle de révolution, c'est que évidemment nous sommes dans la situation, nous, en France, de populations qui sont pour une grande majorité d'entre elles riches. Or, le reste du monde attend que l'évolution se fasse de plus en plus vite. Et quand j'évoquais la jeunesse, elle est d'abord ailleurs qu'en Occident, ailleurs qu'en France et qu'en Europe. Et la jeunesse du monde attend que l'évolution, surtout ne s'arrête pas parce que nous sommes en crise, et surtout s'accélère parce que, on va dire, la situation qui était celle que nous avions quittée, que nous sommes en train de quitter, était une situation insupportable pour une grande partie de la population mondiale. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, nous ne pouvons pas nous permettre de dire il faudra y aller en douceur. Parce qu'en douceur, ça veut dire toujours, à l'échelle d'une génération, après moi, oui je comprends que les choses vont changer, il faudra 10, 20 ans, et généralement on se projette en disant dans 10, 20 ans, bon ben finalement moi j'aurais bien vécu et tout ira bien. Je crois que nous sommes dans une situation à l'échelle d'une vie d'un individu, il va falloir que les choses changent plus vite. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément tragique. Et si on sait bien surfer, ça peut être très agréable. On peut en prendre beaucoup de plaisir. Non, la douceur, c'est pas seulement le soft power de John Nye. C'est pas le hard power de Machiavel. C'est pas entre les deux. Je suis d'accord pour la continuité, je suis d'accord pour qu'il faut qu'il y ait des révolutions. Et cette génération, vous le dites très bien, fait pression pour que. Mais je pense qu'il y a une grande différence qui est en train de naître entre les rapports de force et les rapports de flux. Notre société s'est construite sur les rapports de force. Rapport de force entre militaires. Combien de divisions ont demandé Staline au pape, les rapports de force entre les syndicats, le patronat, etc. Mais les rapports de force, la grande différence avec la continuité et, je ne sais pas la douceur, mais la continuité des rapports de flux, c'est que le rapport de force, il est discontinu. Il y a une escalade. Quelqu'un prend le dessus, il essaye de rattraper. Donc c'est une situation extrêmement déséquilibrée, extrêmement précaire, extrêmement fragile. Alors que les rapports de flux, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les rapports de flux? Qu'il s'agisse de connaissances, de finances ou de personnes. Il s'agit d'avoir de l'information pour savoir si un flux va dans un sens, un flux va dans l'autre sens, et de réguler ces deux flux par rapport à l'objectif qu'on a. Et donc, il y a continuité. Est-ce qu'il y a douceur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça change les choses. Oui, peut-être, je crois effectivement par rapport à ce que vous dites, que là, ça va dépendre en effet du point de vue. Je crois en effet que l'un des problèmes majeurs que nous aurions et que nous avons en ce moment, ce serait par exemple de dire aux pays émergents, et souvent ils sont au cœur de la réflexion actuellement, on va prendre la Chine ou l'Inde par exemple, les deux grands pays émergents, en disant vous venez dans un modèle qui est le nôtre, on va se rendre compte que ça ne marche pas et on va tous essayer de modifier les choses ensemble. Je crois que c'est ça le problème, c'est que la douceur ou la fluidité va pouvoir se faire dans ces pays qui, très vite, on leur dit ne venez pas vers notre modèle parce que notre modèle clairement ne tient pas la route s'il est appliqué, ne serait-ce que par vous. Si on rajoute 3 milliards d'individus dans le modèle qui est le modèle de consommation que nous vivons, eh bien, il est clair que le système ne tient pas, donc n'y venez pas. Mais pour que, évidemment, ils n'y viennent pas, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi que nous ayons, nous, de manière peut-être plus brutale en ce qui nous concerne, parce qu'il s'agira bien de se modifier en ce qui nous concerne, nous, occidentaux, alors qu'eux-mêmes vont avoir la possibilité, si nous gérons correctement cette situation, de dire, au fond, nous avons à nous adapter à un nouveau modèle, à l'inventer ensemble, ce qui pour nous n'aura pas forcément une signification trop tragique, parce que finalement, nous n'aurons pas connu le vôtre auparavant, alors qu'évidemment, dans nos sociétés, il peut y avoir un certain nombre de chocs, parce que ça va être considéré, et c'est considéré au départ, comme une régression, et c'est clair, je crois qu'il y aura forcément, de notre point de vue occidental, ce que nous sommes en train de constater, un certain nombre de difficultés qui vont s'exprimer, qui peuvent s'exprimer, par exemple, quand vous avez des entreprises qui ferment par du chômage, par du reclassement compliqué, c'est-à-dire par des gens qui souffrent réellement. Et c'est ça, en fait, la vraie difficulté. C'est que la solution, elle existe, on voit le problème, on connaît la solution, mais pour arriver de l'un à l'autre, eh bien, il y a nécessairement des souffrances, et les souffrances sont précisément les gens, en général, les plus vulnérables, qui vont les prendre de plein fouet. D'accord. Quand on dit aux milliards de gens, c'est-à-dire 80% de la population mondiale, ne faites pas la même chose que nous, effectivement, c'est difficile à entendre aussi pour ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on leur propose dans ces cas-là en contrepartie?
En ce moment, on est surtout dans le... Alors, peut-être là, Joël de René, qui est encore plus spécialiste, bien plus spécialiste que moi sur cette question, pourra l'évoquer au niveau de la biologie ou des sciences. En fait, actuellement, on est surtout en train de vouloir expliquer qu'il y a un constat d'impasse. Ce que l'on voit dans les grands sommets climatiques actuellement, et malheureusement d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est un message que n'entendent pas nécessairement toutes les populations émergentes, en tout cas les gouvernements qui les représentent. On pense à la Chine peut-être, mais aussi qu'il est difficile à faire passer avec les pays les plus développés, en particulier par les États-Unis. C'est-à-dire que le problème là de l'impasse est la première prise de conscience qu'on essaie aujourd'hui de pratiquer. Oui. Comment Alors les impasses, si vous permettez, si tu permets, les impasses, c'est le fait que des grands secteurs, qui sont les secteurs de la société de la connaissance dans laquelle on rentre, hein, on est tous d'accord pour dire qu'on est en train de quitter progressivement la société de la croissance matérielle, de la possession d'objets, pour aller vers une société de l'échange, du partage, ce que j'appelle aussi la société fluide, d'une certaine manière. Les sujets d'éducation, la santé, l'agroalimentaire, la pharmacie, l'industrie pharmaceutique, la santé, je parle de la santé, la e-santé, l'environnement et l'énergie. Ces sujets-là, nous sommes, nous, occidentaux, dans des impasses. Je ne dis pas que la Chine, le Brésil, enfin les BRICS, ont trouvé des solutions, eux, pour s'en sortir. Mais si vous les regardez de près, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que le mode traditionnel politique de gestion de ces grands sujets, que je ne vais pas répéter, il est pyramidal. Il est pyramidal, c'est-à-dire un chef d'État ou un ministre, un gouvernement qui va essayer de faire passer des lois, des réglementations pour que ça aille dans le bon sens. Or, ça ne peut fonctionner que dans la vision globale, dans la vision systémique des interdépendances de ces grands sujets entre eux. Si on prend le cas de l'énergie, par exemple, je prône le mariage, et vous aussi, du numérique et de l'énergétique. Le mariage du numérique et de l'énergétique, ce sera une révolution plus grande qu'Internet, parce qu'elle conduira à ce qu'on pourrait appeler une démocratie énergétique. Aujourd'hui, on n'est pas en démocratie énergétique. On est soumis à des pyramides de pouvoir d'énergie fossile ou de pyramides de pouvoir d'énergie électronucléaire. Donc, le moyen pour aller vers ces pays et travailler ensemble, c'est de faire en sorte que du bas vers le haut, des citoyens dans leur quartier, des citoyens dans leur ville, quand on commencera à faire des bâtiments énergie positive, par exemple, tout change. Parce qu'à partir du moment, et ça se fait en Inde, ça commence à se faire en Chine, des bâtiments en énergie positive font que des gens pensent qu'ils en ont trop et donc ils peuvent l'échanger, le partager en peer-to-peer, le vendre à d'autres. Mais ce ne sera possible que si on crée à l'échelle mondiale, d'abord à l'échelle européenne, une grille intelligente de transfert d'électricité, la smart grid, la fameuse smart grid. À ce moment-là, on est dans un système catalytique complètement différent. On sort du pyramidal, on ne peut travailler à ces grands sujets qu'ensemble. Et je pourrais me dire la même chose pour la coéducation ou pour la e-santé. Je crois que vraiment c'est très important ce que vous venez de dire, Joël de René. Vraiment sur les deux points. Peut-être quand vous avez parlé de l'aspect pyramidal, qui est vraiment le mode de fonctionnement actuel, non seulement des différentes sociétés de différents pays, mais même de la communauté internationale. C'est-à-dire on attend que le sommet est décidé, et le sommet aujourd'hui, c'est les pays à plus fort PIB qui sont réellement, par exemple, aux manettes de tous les organismes internationaux, voire même quand ce sont des organismes financiers qui ont la totalité des droits de vote. Je pense au FMI, par exemple. En réalité, les grands pays riches tiennent le FMI, point. Donc là, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de bien dire que ce que l'on voit dans les impasses, c'est que la pyramide risque en effet de ne pas fonctionner comme elle fonctionnait avant. C'est-à-dire que le sommet n'ira pas de lui-même, et je crois vraiment les derniers sommets que nous avons eus énergétiques le démontrent. C'est-à-dire que les pays les plus riches ne vont pas nécessairement vers ce qu'ils devraient, et les gouvernements des pays les plus riches ne le font vraiment que sous la pression extraordinaire de leur population, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Donc il y a vraiment l'idée que là, ça n'est pas du sommet qu'il faut attendre. C'est-à-dire, quand on aura décidé, peut-être les choses vont changer. C'est dire réellement, et là je crois que c'est très très important à bien sentir, que ce que nous montre au fond Internet, ce que nous montre la révolution du numérique, c'est que chaque citoyen, chaque personne peut avoir un pouvoir. Et c'est vrai que dans mon dernier livre, j'avais beaucoup insisté sur un épisode qui m'avait semblé tellement important parce que justement il était représentatif de ça, c'était les printemps arabes. Oui. C'est-à-dire que le printemps arabe commence avec une petite personne, toute petite, dans un endroit tout petit, c'est-à-dire du point de vue économique, qui ne veut rien dire, une ville qui ne compte rien en termes économiques dans le monde, et dans cette ville, quelqu'un qui compte vraiment rien, mais qui va, effectivement de manière tragique, parce qu'il est jeune et qui va se suicider, tout d'un coup, il va, par cette minuscule étincelle, provoquer une amplification. Mettre le feu aux poudres. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. Il y a évidemment quelque chose d'extrêmement inquiétant aussi. Oui. Mais je crois que c'est vraiment l'exemple, l'archétype de l'exemple
et en plus d'ailleurs la propagation se faisant beaucoup par les réseaux sociaux, du fait qu'aujourd'hui, le citoyen, l'être humain doit se dire « j'ai ma part de responsabilité, j'ai aussi ma part de pouvoir ». Alors justement, si tu permets, justement, la question de la pyramide, on y revient, c'est le bottom-up par rapport au top-down. La question de la pyramide, c'est que les gens dont vous parlez, ils n'ont plus confiance dans le système actuel représentatif. Ils n'ont plus confiance. Alors, il existe et il a des avantages énormes, c'est que le système représentatif, il crée des couches de frottement sociétal, si j'ose dire. C'est-à-dire, il évite des courts-circuits sociétaux. Chacun va dans le sens de son propre intérêt, qu'il s'agisse d'un élu local, d'un maire, d'un député, et la pyramide est remontée comme ça, avec des avantages, des lenteurs, parfois de la corruption, parfois des ambitions démesurées pour être élu. Mais le système fonctionne un peu comme ça. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'avec le numérique, plus la rue, plus la télé. Il ne faut pas oublier que les indignés, Occupy Wall Street, le printemps arabe, c'est le numérique pour réunir les gens, et les Twitter, les textos. La rue, on se voit, on montre son pouvoir, et la télé. C'est pas violent, mais ça montre que quelque chose est en train d'exister. Et ça existe non seulement pour la politique, vous l'avez très bien dit, mais je pense que pour l'industrie aussi. J'ai parlé au début d'Internet des entreprises unipersonnelles multinationales. Ça a fait rigoler. Mais des entreprises unipersonnelles multinationales, c'est possible grâce à justement le numérique, les réseaux sociaux et les effets d'amplification. Alors les effets d'amplification, je termine là-dessus parce que je vais tout à fait dans votre sens. Les effets d'amplification peuvent être un tsunami qui va dans le très mauvais sens. Le fameux film L'innocence des musulmans est un film qui a fait le tour du monde, qui a été amplifié, qui a été repris, retraité, et donc il faut que l'on sache jusqu'où va le numérique dans la mesure où ce flux peut être un tsunami, ou il peut être un flux calibré et conduire à des résultats et à des créations. Personne ne maîtrise le numérique en fait. Non, et surtout ça démarre pas, comme une... Non, Véronique, j'étais auditionné par une grande sénatrice, pour ne pas la nommer, Madame Morin de Sailly, récemment, qui participe à un rapport sur la gouvernance numérique de l'Europe. Gouvernance numérique de l'Europe. Magnifique sujet. Donc elle a dû signer plein de gens. Et elle me posait la question, elle me disait, est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe pourrait avoir un rôle de contrôle, parce que par notre histoire, notre tradition politique, économique, philosophique, sociétale, humaine, on pourrait apporter des éléments de régulation de ce grand bazar, c'est pas elle qui dit ça, c'est moi, qui s'appelle Internet. Mais moi je ne crois pas. Je crois que c'est de vouloir contrôler un écosystème. Franchement, ce serait comme de contrôler l'écosystème dans lequel nous vivons et nous respirons, c'est-à-dire l'oxygène, l'air, la pluie, mais la photosynthèse. Mais il s'autorégule, cet écosystème, alors, de toute façon. Peut-il s'autoréguler? Tu dis, il s'autorégule, mais peut-il s'autoréguler? Est-ce que l'autorégulation de l'écosystème, c'est la co-régulation citoyenne? Si oui, j'y crois, mais à partir de quelle vision régalienne des gouvernements? Un accompagnement, une catalyse ou un contrôle? Moi, je suis plutôt pour l'accompagnement et la catalyse que le contrôle. Mais le politique, il a un kit d'usage qui s'appelle la réglementation et il applique son kit d'usage partout chaque fois qu'il le peut. C'est intéressant aussi d'ailleurs de voir que le raisonnement français, de ce point de vue, parce que là, quand on parle en français, donc nécessairement avec des Français qui écoutent plus que d'autres, on va dire, mais la France a un vrai problème par rapport à ça. Dès qu'elle parle de régulation, dès qu'elle va dire, là il y a un problème, comment on va faire, comment on va pouvoir encadrer la chose. C'est ça. La France a aussi un problème d'ailleurs avec la notion de propriété. Parce qu'on disait la communauté, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant du numérique. C'est vraiment un endroit où la propriété n'est plus intégrée. Et ça, pour les vieux Romains que nous sommes, ça pose un énorme problème. Le précaré. Nous, on commence par définir un endroit dans lequel nous sommes propriétaires, même s'il n'y a rien dedans. C'est vraiment la fondation de Rome. Quoi. On délimite ses frontières. On fait un truc, un trait par terre, ça c'est chez nous, il n'y a rien. Territoire. Et là, personne n'a le droit de venir. Personne, effectivement, n'a intérêt, n'a la volonté d'y venir au début. Ça, c'est le vrai problème que nous avons par rapport à... On l'a vu avec les droits d'auteur, on l'a vu avec Adobe. Au lieu de se mettre ensemble autour d'une table, avec les jeunes créateurs, avec les gens du vrai business, avec les politiques, on a édicté une série de lois, je ne dis même pas les noms tellement ils vont disparaître. Et ça, c'est typiquement le problème. Mais on voit que les citoyens, justement, eux, prennent le pouvoir et décident qu'il n'y a pas de protection de droits d'auteur, puisque tout circule, il y a un partage, une coopération. Mais aussi, il faut protéger les droits d'auteur. C'est ça le dilemme. Le dilemme, c'est d'inventer des nouveaux modèles économiques. C'est pas de dire on protège ou on protège pas. Mais comment on invente alors, c'est-à-dire qu'il y a un gradient. On voit toujours les choses de manière binaire. C'est ou. Non, c'est et. Il y a
c'est du gris, du blanc ici, du noir, du gris. Donc il y a toute une série de possibilités extrêmement bien décrites par Chris Anderson dans son premier livre, The Long Tail d'abord, et ensuite dans son second, l'économie du free economics, où il décrit très très bien toutes les possibilités qui existent de gagner de l'argent avec du gratuit. Donc on peut trouver, mais il faut se réunir, se concerter, se mettre ensemble, et en particulier avec la génération montante. Alors là, pour le coup, quand même, moi, là, je voudrais revenir sur l'Europe, parce que l'Europe, à mon avis, elle est quand même intéressante si, non pas, elle envisage les choses comme les Français voudraient, c'est-à-dire en disant, on va créer une sorte, ça va être très très bien, on va créer un truc très très contraignant sur un gros espace très riche. Pas mal, ça. Mais c'est ce que font les Chinois. Oui, alors. Ça, eux, carrément, ils ont décidé, ils sont et là, pour le coup, d'ailleurs, eux. Ils ont leur Internet. Et leur Internet, et ils nous contrôlent très très durement. Oui, très contrôlé quand même. Je dirais tellement durement même qu'on a une vraie censure, etc. Donc, voire même, ils s'arrêtent brutalement quand on dit pendant 3 jours, bon, ils développent des idées qui ne nous plaisent pas, donc on les arrête totalement. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines, on n'en parle pas assez en Occident, ce sont quand même des choses qui se produisent pour une communauté d'1,3 milliard de personnes. Quand même, ça devrait nous concerner un tout petit peu. Bon, mais si on parle de l'Europe, l'Europe pourrait être intéressante de ce point de vue parce que l'Europe est quand même, depuis, on va dire, ces épreuves terribles qu'ont été les guerres mondiales, un endroit où on a réfléchi à la manière dont chacun doit vivre ensemble, même si, a priori, tous les intérêts ne sont pas convergents. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans une approche qui, à mon avis, est quelque chose qui préfigure de manière assez intéressante le nouvel espace économique, c'est-à-dire une approche d'abord de liberté, d'abord où chacun peut faire ce qu'il veut dans son coin, ça s'appelle un pays ou ça s'appelle un individu, et où simplement après, on a une sorte de règle qui va permettre de contrôler a posteriori, en disant, s'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans l'organisation, là, on se met d'accord pour avoir un pouvoir de rectification, voire même, et c'est tout le problème d'ailleurs qu'on a en ce moment en Europe, de sanctions. En disant, quand manifestement les gens qui utilisent leur liberté l'utilisent de manière vraiment, on va dire pas, je cherche le terme qui serait correspondant à faire en anglais, loyal, on va dire. Le maker movement, je l'appelle les doers. Les doers, oui, c'est ça. D-O-U-E-U-R. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc un nouveau mot qui pourrait être créé en français en disant, dès lors que l'on n'est pas loyal, dès lors que l'on n'est pas faire avec la communauté, là, il y a quelque chose, effectivement. Donc en clair, je vais prendre du droit d'auteur et je vais faire de l'argent de manière indue comme si c'était moi qui l'avais constitué. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir sanction. Oui. Et donc ça, c'est un environnement économique auquel l'entreprise doit absolument penser, et là, elle doit s'adapter à ça. Il est certain que les anglo-saxons et les américains en particulier ont sûrement un peu d'avance là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui est quand même, on va dire, un fondement de leur espace, qui était au départ un espace géographique tellement gigantesque, qu'il était quand même dans cette idée de liberté de chacun, avec l'idée de sanctions, d'ailleurs parfois sanctions extrêmement dures, extrêmement fortes. Le Second Amendment. Voilà, a posteriori. Alors je voudrais je trouve que je n'ai pas ou très bien compris ou je ne suis pas d'accord, je vais essayer de le dire. Parlons un peu de la sortie des monopoles, qui est un peu le thème du citoyen numérique d'aujourd'hui, des monopoles pyramidaux. Alors, vous parlez dans votre livre de sortir de l'hypermobilité. Bon, j'aime bien le terme, mais ou bien je n'ai pas très bien compris. Je pense que le numérique va aider, mais pas remplacer la mobilité physique. Parce qu'on a besoin, nous sommes des êtres à 37 degrés, biologiques, humains, on aime se toucher, se parler, s'embrasser. Donc le numérique pur, l'hypermobilité du numérique, on n'y croit pas trop. D'abord, je donne un petit exemple, MIT a mis en ligne 3400 cours numériques, ça n'a pas marché, parce qu'il manquait le lien humain. Il n'y avait pas le contact humain. Maintenant, ils ont changé, et ils ont fait... Maintenant, mais au début, ça ne marchait pas. Alors, je reviens à cette notion de mobilité. J'ai développé 3 concepts rapidement et vous allez me dire comment vous situez votre hypermobilité là-dedans. Moi, j'ai développé le concept d'automobilité, je ne suis pas le seul, d'infomobilité et d'écomobilité. J'explique. L'automobilité, c'est la révolution du siècle. Avec l'auto-mobile, je peux me déplacer où je veux, quand je veux, au moment où je veux, et emmener des gens avec moi. L'infomobilité, c'est plus récent, c'est les 20-30 dernières années. L'équivalent de l'automobile, c'est le smartphone, qui se déplace sur les autoroutes de l'information, qui peut créer et recevoir de l'information. Ok, automobilité, infomobilité. Et les gens sont sortis du monopole des transports et sortis du monopole de l'information, puisqu'ils peuvent recréer de l'information, l'échanger sur des blogs, sur Twitter, sur Facebook. Mais alors, l'écomobilité, on n'y est pas du tout. La démocratie énergétique n'existe pas. On est soumis, dominé, passif devant le monopole nucléaire et le monopole fossile. On est coincé, si j'ose dire. Et donc, la sortie dont on parlait tout à l'heure avec les bâtiments à énergie positive et la smart grid va ouvrir une voie dans la sortie de ces monopoles qui va changer radicalement la société. À mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, et reprenez votre terme d'hypermobilité, changer radicalement sur un plan politique la manière de gouverner les gens ou les gens de s'auto-gouverner.
parce que la démocratie énergétique n'existant pas, on ne peut pas construire son avenir énergétique, qui est une des choses, avec l'alimentation, les plus importantes qu'on puisse faire pour soi et sa famille. Vous parlez d'une illusion de l'hypermobilité, vous Une parlez de la illusion fin de des liberté. transports, Une une illusion de illusion de liberté. C'est-à-dire, je crois vraiment que quand on regarde le passé, qu'on dit quel était autrefois, quelqu'un même qui était dans un espace libre, au fond son horizon de vie, pendant toute une vie, était extrêmement réduit. Finalement, il allait circuler sur une quarantaine de kilomètres autour de chez lui, il allait se marier pas loin, il allait avoir des enfants qui restaient dans le coin, etc. Donc on avait finalement quelque chose qui était extrêmement confiné, pourrait-on dire, qui ne supposait pas l'absence de liberté nécessairement, mais qui signifiait effectivement qu'on n'avait pas d'ouverture au reste du monde avec le danger ou la restriction que ça pouvait représenter. Cela étant, on pouvait quand même, si on le voulait, circuler. Moi, je cite toujours l'exemple de Montaigne, qui est passionnant. On est sud-ouest un petit peu, mais oui. Montaigne, à un moment donné, il veut aller voir son copain qui est à 3000 km de là. Il prend son cheval et il y va. Ça ne lui pose pas problème. Et donc, ça va prendre 6 mois. Il y va, il revient, puis après, il dit ah non, j'ai oublié, puis il repart. Et il y a la peste. Et c'était quand même même quand la mobilité était compliquée, les hommes et les êtres humains avaient envie de bouger. Et ils bougeaient. Ça ne les gênait pas. Donc, je crois que l'idée, bien entendu, n'est surtout pas de dire maintenant, on vous interdit de bouger. Et en disant, vous avez envie d'aller pendant 4 ans dans le Massachusetts et puis pendant 5 ans en Chine, c'est une très très bonne idée. C'est sûrement ce qu'il faut le plus pour que les êtres humains entre eux se comprennent. Mon problème que j'ai aujourd'hui, c'est que, qui me semble en tout cas un problème grave de la société occidentale, parce que justement on entre là dans les limites, dans quelque chose qui d'une part me semble absurde et d'autre part en plus n'est pas reproductible dans le reste du monde, c'est d'avoir utilisé cette mobilité possible d'un point de vue technologique aujourd'hui pour l'appliquer de manière systématique et pratiquement au quotidien. Oui, d'accord. Voyez, avec des dépenses énergétiques, des dépenses de temps, des pertes d'informations. Si on prend d'un point de vue professionnel, en fait, quand vous regardez une ville comme Paris, comme énormément de villes occidentales, nous avons un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement issu de la révolution industrielle. C'est-à-dire les gens vont à l'usine tous les jours. Ils vont à l'usine, sauf qu'en fait, on n'a plus besoin d'y aller. À l'époque des moyens de production, quand vous avez eu en effet la migration des masses de population vers les villes, c'était parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre vraiment sur place. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Parisiens qui font par exemple un mouvement pendulaire matin et soir, comme dans toutes les grandes villes de France, comme dans énormément de grandes villes occidentales du monde, pourraient très bien faire ce qu'ils font au quotidien, de chez eux ou à très grande proximité, sans avoir nécessairement besoin de passer 2 heures, 3 heures. Mais ne parlons pas de télétravail, hein, c'est un vieux concept. Non, mais il y a des centres de services. Oui, des centres de services qui regroupent le télétravail. Aux abords des mégalopoles. Le rapport de Breton l'a bien montré, c'est pas où on est, ou au bureau ou chez soi, on télétravaille tout le temps. Vous êtes dans un taxi, vous téléphonez à une secrétaire, vous envoyez un texto, vous télétravaillez. Alors, moi j'ai une petite réponse à votre hypermobilité. C'est un mot que j'ai formé, on l'aime ou on l'aime pas, c'est la mobiquité. La mobiquité, c'est la mobilité plus l'ubiquité. C'est-à-dire à la fois la situation dans l'espace et dans le temps, tout en étant mobile. Le cloud, par exemple, c'est un outil extraordinaire de mobiquité. Le smartphone aussi. Donc avec ça, avec la mobiquité, le télétravail, il faut oublier ce terme. Et c'est quelque chose qui permet, alors vie privée, vie professionnelle se pose sur un plan émotionnel et familial. Mais la mobiquité, pour peu que ce mot ait une valeur, veut dire qu'avec le numérique et avec le déplacement physique, on peut aussi concilier un certain nombre d'éléments opposés, antinomiques, qui sont être ici et ailleurs en même temps. La téléconférence maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les outils de Cisco, enfin, je ne vais pas faire la pub là pour eux, mais c'est incroyable. On entend la voix de l'endroit où vient le récepteur, etc. Donc, mobiquité, hypermobilité, cloud, nuage, mais restons fidèles au lien humain, au lien social. Oui, mais ça, attention. moi, je suis très attaché à ça. Attention, c'est-à-dire, là d'abord, on a une vision très élitiste, hein, c'est-à-dire qu'on circule, on voit plein de gens intéressants, etc. On a cette vision, on va dire, un peu idyllique de la mobilité. Quand on regarde même notre quotidien, mon quotidien, moi, en tant que prof, quand je vais à Nanterre, etc., ou de la plupart des gens peut-être qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'en réalité, votre espace humain, l'espace des gens réellement auprès de vous, vous fréquentez, vous aimez, c'est pas très très éloigné de celui qu'avaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. 30, 40, 50. Voilà, on est d'accord, autour d'une quarantaine, de cinquantaine de personnes. Donc je veux dire, la mobilité nous donne l'illusion, et évidemment l'exemple typique, c'est quand vous êtes dans un transport en commun. L'autre jour, j'étais avec ma fille dans le métro à Paris, et elle me dit, tout d'un coup, elle était frappée, alors qu'elle est parisienne aussi, elle me dit, mais
tu te rends compte qu'il n'y a pas un bruit. C'est-à-dire, il y avait effectivement, on était dans une rame totalement bondée qui était dans un silence Les gens complet, étaient tous et avec, avec 80% des gens qui étaient avec leurs les écouteurs ou leur ce qui n'est portable. pas gênant en soi, Non. mais ce qui veut bien dire que la mobilité n'est pas, comme on veut la présenter toujours, la possibilité de voir le monde. En Oui, réalité, oui, on oui. le voit surtout nous-mêmes et on reste. Donc c'est vraiment cette question, à mon avis, qui est absolument centrale. Et je crois que dans la problématique de l'entreprise, elle est très très intéressante. C'est en disant, au fond, vous rassemblez plein de gens sur un site, mais ça sert à quoi réellement? Vous en tirez quoi comme bénéfice? Alors certes, vous dites, je les tiens sous contrôle, etc. Oh, pas tant que ça. On est obligé de mettre un certain nombre de mouchards sur les ordinateurs, on est obligé de regarder, on met des caméras au-dessus des machines à café pour voir combien de temps les gens passent. En réalité, la notion de contrainte dans le regroupement n'est pas forcément un succès. On va pas arrêter de faire des contrôles sur la productivité des gens en disant mais c'est pas possible, comment ça se fait, ils sont là tout le temps, puis il n'y a rien qui en sort. Donc la notion, vous voyez, de mobilité pour apporter sur un même site n'est pas forcément ce qui va être le gage de la meilleure productivité. Et donc, Notre grand reporter du Nouvel Économiste a oublié de couper son téléphone. donc l'entreprise, à mon avis, doit se poser cette question-là en disant, au fond, je mets les choses à plat, en disant, le modèle de l'usine, il a fonctionné au moment où il n'y avait pas le choix, il fallait mettre les gens devant les machines. Maintenant, ce modèle, on en est totalement libéré, et ça, pour le coup, c'est une vraie liberté. Elle ne peut pas le faire. Ah, moi, Elle je peut suis pas. persuadé que si. Mais elle ne peut pas encore, à cause du droit. Ah oui, ça, c'est autre chose. Juridiquement, le droit de l'entreprise, la hiérarchie, l'organigramme. Oui, mais ça, c'est rien du tout. Oui, Mais il y a de plus en c'est rien plus du tout à entre- changer, mais c'est des changements de Il y mentalité a quand même énormes. des expériences qui se Il y a des font expériences. maintenant Moi, j'aime avec des beaucoup, à centaines l'heure de actuelle, centres. tout ce qu'on appelle co-quelque chose. Ouais. Il y a ce petit livre assez marrant d'Anne-Sophie Nouel qui s'appelle La co-révolution. Le covoiturage, la cohabitation, la colocation. De plus en plus, on va vers une ère de désintermédiation. Donc, l'entreprise doit s'en rendre compte. La banque, l'assurance, l'éducation, le consulting, l'énergie vont de plus en plus être en peer-to-peer. Alors, ça ne va pas supprimer les banques pyramidales, au contraire. Mais des banques en peer-to-peer, il en existe. J'en connais 3 dans le monde. Des sociétés d'assurance en peer-to-peer existent. La coéducation en peer-to-peer existe. Je connais des gens qui ont monté des universités mondiales. Bien sûr. Un Français, Clément Delangue, qui est passé sur TED, génial, il a monté Unishared, qui est une université où les apprenants et les enseignants se partagent. Donc le co-quelque chose va changer l'entreprise, la forcer à la changer par un rapport de force, là, par un rapport de flux. Et le crowd quelque chose aussi. 2 exemples, le crowdsourcing et le crowdfinancing. Le crowdsourcing, ce sont des gens qui résolvent des problèmes experts compliqués, ensemble, en réseau. Ils ne sont pas dans une entreprise, dans des murs, mais ils se collaborent en réseau, ils se voient, ils parlent. Et le crowdfinancing, c'est absolument incroyable. Ce sont des sociétés Internet. Il y a par exemple KissKissBankBank, le nom incroyable, qui permet de donner de l'argent à des jeunes entrepreneurs pour lancer leur start-up sans rien attendre. J'ai un gars du MIT, un jeune étudiant qui est venu me voir à l'Université l'autre jour. Il a eu 150 000 $ de KissKissBankBank pour son idée absolument géniale. C'est un petit module carré avec des pièces magnétiques autour qu'il assemble comme un Lego pour faire des panneaux solaires, recharger un iPhone, etc. Il a été à Hong Kong et il a fait fabriquer ses premières séries. Maintenant, il y a 3 industriels français qui sont intéressés. Ça commence Donc, à se faire en France aussi. Hein. Comment ? Ça commence à exister en France aussi. Ça oui. commence aussi en France. Donc, ce que je voulais dire, c'est le co-quelque chose, et dans le livre de Anne-Sophie Nouel, il y a 10 pages de liens Internet, et le crowd quelque chose, vont faire pression sur l'entreprise. Parce que sa rigidité actuelle, due au droit de l'entreprise, comme je disais, à son organigramme, et au pouvoir, parce que le patron d'entreprise à qui on dit le pouvoir est partagé, c'est plus vous, il n'aime pas trop. Oui, alors moi je pense en effet que l'entreprise a changé. Peut-être il y a des changements de structure juridique, ça sûrement, mais enfin à la limite, moi à mon avis, ça c'est des choses sur lesquelles d'abord il y a quand même énormément de dérivations possibles, puis en plus le droit, on va dire, suit la société à toute vitesse. En revanche, par rapport à tout ce que nous évoquons, c'est vrai que là, il y a de l'investissement à faire du point de vue de la société elle-même. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train d'évoquer tout ça est possible aujourd'hui. Vraiment, on peut très très vite migrer vers un nouveau système économique. Et peut-être que parmi les gens qui nous regardent, il y a des chefs d'entreprise qui disent mais oui, c'est vrai que moi, à la limite, je peux très vite. Moi, j'en ai rencontré beaucoup de ces chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont déjà en train de faire ces changements. Mais ensuite, après, la question qu'on pose, c'est de dire au fond, est-ce que nous avons pensé notre société, est-ce que nous pensons nos investissements dans cette direction ? Et le pouvoir. Est-ce que vous ne croyez pas qu'un des principaux blocages au passage d'une société pyramidale rigide à une société fluide, c'est effectivement le fait qu'on n'abandonne pas le pouvoir, mais que le pouvoir se transmute dans une forme différente de pouvoir. Le pouvoir transversal où les gens se font confiance, les gens partagent. L'idée de Robert Axelrod du win-win, donnant-donnant, c'est magnifique. Ça marche pas toujours. Donc je pense que ce qui crispe cette évolution, et pas cette révolution, c'est le rapport au pouvoir.
Je le décris dans mon livre, John Hay, de Harvard, Soft Power, Machiavel et Foucault. J'ai pris les trois exprès, parce que Foucault se situe un peu entre les deux. Machiavel. La folie, lui, en plus. C'est vrai aussi. Qui est enfermé. Le pouvoir dur, Ouais. c'est le pouvoir du pouvoir. Avoir du pouvoir, c'est un pouvoir dur. Un pouvoir soft, c'est pour ça que beaucoup de grands sujets qui nous passionnent, nous tous, et vous au dialogue stratégique, toi au dialogue stratégique, Pas grave, on avait dit vous, mais j'ai l'habitude de la télévision, il faut toujours vous voyez les journalistes. Exactement. Je me méfie. Mais tu fais comme tu veux. Donc c'est la difficulté d'y aller, et il y a plein d'idées dans l'énergie, dans le numérique, dans la coéducation, etc. C'est pas porteur de pouvoir. Oui. Mais est-ce que les... Alors moi, ça, je crois, honnêtement, ça, je pense que ça va. C'est bien, j'ai rien ça à va faire. migrer très très vite. Ça va migrer très vite parce que, ne serait-ce, ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant, parce qu'on avait commencé le débat avant, évidemment, mais on parlait du livre numérique en disant quand les gamins, dès 4 ans, 3 ans, 2 ans, ce qui est le cas aujourd'hui, apprennent à lire sur un livre, sur une tablette, et ben, naturellement, ils vont aller vers le livre numérique. Et là, ce sera tellement naturel qu'ils ne s'en rendront même pas compte et que brusquement, la marche va se faire. Je pense que ça va être la même chose du point de vue, là, quand on est en train d'évoquer le pouvoir. C'est la question le pouvoir de la vieille classe, poser. des gens qui ont vécu le rapport de force pratiquement physique, c'est-à-dire vous faites sentir, parce que vous avez un gros fauteuil, vous avez un grand bureau, une grande pièce, que c'est vous le boss. Bon, bah demain, en effet, quand simplement votre prof, le rapport à l'instituteur ou au professeur à la fac, il se fera plus parce que vous êtes sur une chaire en haut, mais qu'il y aura des échanges et que finalement votre autorité pourra s'instaurer par d'autres vecteurs. Je pense que ça, la société peut évoluer très vite de ce point de vue. Mais moi, Très vite. Moi, je pense, les nouvelles je suis générations. optimiste, mais moi, en revanche, moi, ce qui me semble beaucoup plus préoccupant, c'est qu'il y a quand même toutes des structures d'investissement physique à faire. C'est-à-dire que nos réseaux sont pas prêts. La sécurité, il faudrait la fibre optique déjà. La sécurité est fondamentale. Le fait qu'on n'ait jamais de rupture, qu'il n'y ait pas de problème de ce point de vue, ce sont des choses où on n'est pas prêt pour ça. Quand on disait tout à l'heure, vous voyez, faire des communautés auprès finalement de là où habitent les gens. Moi, je l'ai vécu, peut-être vous aussi d'ailleurs, moi j'ai vécu en tant qu'universitaire. Quand j'ai fait ma thèse, quand je faisais mon doctorat, je travaillais chez moi. Le soir, mes petites filles à l'époque, quand elles rentraient, elles me disaient... Elle regardait vraiment, mais l'air catastrophé en disant papa, vraiment, mais t'es paresseux. T'es pas au bureau. T'es pas au bureau, t'es pas sorti, t'es pas sorti chasser le mammouth, quoi. On est dans ces trucs où disant, si tu sors pas, tu travailles pas. Ouais, c'est ça. C'est l'image. Tard au bureau à 8h du 21h par le mes copines, elles me disent que leur père, il est pas là, et bon, c'est normal, quoi. Il fait son rôle de père. Toi, t'es là avec tes chaussons, quoi. C'est épouvantable. Et donc, mais je sais que tous les gens qui sont confrontés à cette évolution, ils le disent que ça, en effet, il y a la notion de pouvoir, mais il y a toute cette nouvelle façon d'organiser sa vie familiale en disant, tout le monde va dire c'est génial, on peut s'occuper de sa famille. Ouais, sauf qu'il y a plein de gens quand ils vont dire j'ai ma famille sur le dos tout le temps, en fait j'aime bien être au bureau aussi pour ça. D'où l'intérêt. Un break, bon bah c'est une autre vie à créer. Mais ça, les investissements ne suivent pas. Mais ça veut dire c'est des investissements, ça veut dire que oui, bah, il faut comprendre que les gens, la nouvelle façon de travailler, c'est pas nécessairement tout le temps chez soi, en chaussons, avec ses enfants autour de soi, c'est pas forcément bon de vivre comme ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas raisonné de dire même plus 50 personnes, c'est les 3 personnes autour de soi, et alors là, effectivement, plus supporter son conjoint au bout de 6 mois, ses enfants au bout de 2 ans, c'est ça le problème. Je ne sais pas si on peut en parler là maintenant, dans la critique de l'autorité, puisqu'on parle de l'autorité, du pouvoir pyramidal de la personne en haut. Alors, la génération, la NetGen, la génération Y, en 15-25 ans. Qui a du mal à supporter l'autorité, justement. Justement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Me semble-t-il, mais peut-être je me trompe complètement. Je regarde ce qui se passe autour de moi. On reçoit à la Villette, à l'université, 3 millions de personnes. La moitié ont 25 ans. J'ai 9 petits-enfants. Ils ont des amis de petits-enfants. Ils regardent. Bon, on essaie de les voir vivre. La critique de l'autorité, qui est les parents, les profs, le politique, le curé, le médecin, enfin, tout ce qui vous préconise une conduite à tenir, ils le critiquent tellement qu'ils assument leur liberté dans le danger. Je m'explique. Bon, c'est vraiment frappant. On leur dit qu'on ne conduit pas trop vite, en moto c'est dangereux, ils le font. Fume pas du cannabis, et beaucoup le font. Fais pas du binge drinking, les jeunes filles. Je ne sais pas si vous avez des filles de 14-15 ans, mais ils ont déjà plus. Beaucoup plus. Elles vont dans des boîtes et elles boivent. Bon, mais c'est le propre de tous les jeunes aussi de pousser les gens. Mais maintenant beaucoup plus. Et ça c'est sur Facebook. C'est pris avec un téléphone portable. C'est la volonté d'affirmer sa liberté, même de faire des choses dangereuses. Ils sont parfaitement conscients que de fumer c'est risqué, que de conduire vite c'est risqué, que de se droguer c'est risqué. Mais ils le font contre l'autorité, pour affirmer qu'ils ont une forme de liberté qui s'exprime comme ça. Ça m'inquiète quand même beaucoup. Ils créent aussi les entreprises en travaillant à distance, comme vous disiez tout à l'heure, en travaillant l'un à Lyon, l'autre à Paris, avec
pas un chef Ah en bah hier, particulier, avec beaucoup plus de tu as animé coopération. une table ronde Oui, de 5 au entrepreneuses salon des au salon des micro-entreprises, de 5 micro-entreprises, entrepreneuses qui était qui a super. créé Ouais. Parti Pasta, etc. Une autre. Alors on a posé une question à une des Récidiviste. entrepreneurs. Là, quand même, lui a posé- on va vous lui a mettre posé dehors, une Jacques. question, on a dit mais comment vous faites pour être mère de famille, Oui, parce c'est qu'elle est mère de ça, famille, faut- comment vous faites pour être à la fois au bureau, de venir à la maison, de faire les courses, etc. Elle a dit je sais, j'ai la solution. Et là, Il faut un super mec. Voilà, elle a un super mec. Oui, ce qui n'était pas la bonne solution, parce que c'est pas le même problème à vrai. Oui, mais ça, alors, donc là, quand on revient sur l'organisation sociale et la notion du pouvoir, alors peut-être là, moi, je suis plus optimiste en disant, je crois vraiment que c'est probablement la manifestation alors d'une révolution, ou en tout cas d'un changement tellement profond de nos sociétés qui est en train de se manifester. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte à quel point les jeunes gens qui ont vécu depuis le départ dans le numérique, et maintenant nous avons ces jeunes gens qui arrivent à 18-20 ans. Alors évidemment toujours, hein, attention, on parle plutôt des jeunes gens privilégiés. C'est évident qu'il y a une partie de la population qui est... Beaucoup de pays du monde, en Afrique, en Inde, en Brésil, les jeunes qui sont arrivés avec un iPhone et une tablette, ça se développe beaucoup plus rapide qu'on l'aurait cru. Heureusement d'ailleurs. Les prix dégringolent. Mais je crois quand même qu'à partir de là s'instaurent d'autres rapports humains. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus l'usine. Que ce soit plus l'usine, ça change tout. Moi, j'ai rencontré un chef d'entreprise vraiment qui marchait très très bien, qui faisait des développements de jeux numériques. Je l'avais rencontré à Bruxelles. Ils étaient associés à un Belge et des Californiens. Et en fait, tout leur personnel, mais ils avaient vraiment, leur société marché du feu de Dieu, tout leur personnel était partout dans le monde. Et en fait, leur relation avec leurs jeunes gens qui travaillaient entre parenthèses jour et nuit, parce que c'est ça aussi le principe, c'est-à-dire que quand vous êtes libre de travailler, vous y prenez tellement de plaisir que vous n'arrêtez plus de le faire. C'est ça, il n'y a plus de... Leur mode de fonctionnement, c'était de dire, nous, on doit leur fournir... En fait, l'idée, c'était de dire, avant, les gens venaient au bureau, les gens qui adoraient le numérique, ils venaient au bureau parce qu'ils avaient un équipement formidable au bureau. Maintenant, il est mieux chez eux. Maintenant, il est mieux chez eux. Et donc là, leur critère de recrutement, c'était de dire, on demande aux jeunes gens qu'on a repérés, qui nous semblent vraiment très très bien, on leur dit, c'est quoi votre équipement de rêve encore, mais vous n'avez jamais pu vous payer. Et le gars le décrit, le lendemain, il était livré en lui disant, voilà, et quand tu veux un truc, tu nous le demandes. Alors ça, c'est un des conseils que je donne aux entreprises qui me demandent des conseils. Beaucoup d'entre eux me disent, mais comment aller aussi vite? Comment tout ce que vous nous racontez sur la révolution du numérique, on peut l'intégrer chez nous dans notre entreprise? Je réponds de manière schématique, il y a deux choses très importantes. Il faut que sur votre intranet, que vous soyez une petite entreprise ou une grande, vous importiez les outils du net. Il faut que sur votre intranet, vous ayez Facebook, mais une version Facebook modérée par un Community Area Manager, un wiki professionnel où les gens écrivent des choses pour expliquer aux autres comment ils font ça. Il faut des blogs, et pour les gens vont en Chine, ils racontent ce qu'ils ont vu, comment ils l'ont vécu, des forums, des chats, etc. Au début, les directeurs des ressources humaines, on rigolait. On dit, attendez, c'est des trucs de gamins, on ne va pas mettre ça dans l'entreprise. Maintenant, de plus en plus de grandes entreprises que je comptais importent chez eux les outils du web. Et le deuxième conseil que je leur donne, on retrouve cette histoire d'un Gen, la génération Y, difficile de donner la limite, c'est vraiment la génération Y, c'est 15-20, c'est pas 15-25. Bon. Je leur dis, préparez l'entreprise à des stagiaires et à des jeunes pour qu'ils viennent chez vous vous apprendre la culture du numérique. C'est un choc pour eux quand ils rentrent dans une entreprise rigide, hiérarchisée, avec l'organigramme. C'est un choc, vraiment un choc. Ils ont l'habitude de la correspondance, de l'échange, du dialogue. Donc préparez l'entreprise, prenez des stagiaires et c'est eux qui vont changer votre culture numérique de l'intérieur, à condition que les plus âgés, les seniors, acceptent de participer à ce que j'appelle une coéducation intergénérationnelle. Cette génération-là, leur apprenant la transversalité des outils du numérique, les seniors, même s'ils utilisent Internet, ils ont une utilisation verticale en silo, Word, Excel, PowerPoint, Google, alors que l'usage, c'est des applis, plus des logiciels, plus Internet, plus votre ordi, transversalement. Et cette culture du numérique, beaucoup de patrons d'entreprise, même de hauts cadres, ne l'ont pas. Donc je pense que intranet, importer les outils du net, faire venir des stagiaires de la génération Internet sont des moyens de changer l'entreprise de l'intérieur. On va prendre quelques... Alors juste cette fois-ci, je devais juste terminer là-dessus comme une sorte de conclusion, ce serait de dire, par rapport à ce nouveau pouvoir, cette nouvelle façon de fonctionner du point de vue professionnel, je crois que c'est très important en fait, par rapport à ce qu'on disait, c'est la circulation d'informations, qui est l'essence même de la liberté. Pour revenir à la notion qu'on évoquait tout à l'heure, la première liberté, en fait, c'est pas le déplacement, c'est la liberté de l'information complète. Oui. Et à partir de là, ça veut dire en effet que le pouvoir, la hiérarchie, le fait que vous ayez
un aîné ou quelqu'un que vous allez supposer comme plus important que vous, va provenir du fait que vous avez de l'information qui vient de lui et qui vous démontre en effet ça. Et c'est à mon avis quelque chose de très intéressant dans le mode de fonctionnement, c'est-à-dire que contrairement à la vieille entreprise dans laquelle le pouvoir c'est garder l'information, plus vous avez d'informations, plus vous en savez, plus vous êtes fort. C'est exactement l'inverse. Oui. Et donc ça c'est quelque chose aussi dans lequel je suis persuadé les jeunes générations sont éduquées, commencent déjà à fonctionner comme ça. Mais les seniors non. Et là c'est vrai qu'il y a une vraie... Et les seniors ça commence à 45 ans beaucoup. Moi, je suis largement senior. 40 ans même je crois. Éloi, on a quelques questions sur Twitter. Sur Agoravox et sur Twitter. De questions et de commentaires d'ailleurs, alors des commentaires un petit peu amusants. Joël de Ronet, pourquoi n'avez-vous pas créé Google par exemple? Ça, c'est pas un petit commentaire de 11 mois. On m'a piqué l'idée. Je peux juste rebondir là-dessus. C'est vrai que c'est pas normal que ce soit que les Américains qui aient toujours créé ces sociétés numériques. Dans la précédente révolution, on pouvait dire oui, c'est les États-Unis. Comment ça se fait que quand on a fait l'IGJ l'année dernière, il n'y avait que des Américains? Ma blague, c'est pas tellement une blague. Avec Carlo Revelli, que certains connaissent ici, que Richard tu le connais. Avec Carlo Revelli, on a créé Cibion, cybeyon.fr, qui était une entreprise de recherche avant que Google soit Google, bien avant. Parce que mon idée du net, c'était que ce sera un énorme moteur de recherche. Retrouver de l'information sur le net. Je le disais depuis 15 ans, ce truc-là. Maintenant, pour moi, ça va être l'éducation Internet. Enfin bon, c'est déjà ça. Rechercher. Bon, donc, on a eu cette idée de Cibion, mais ce qui s'est passé, c'est que le venture capital américain, plus la propension à donner aux gens la chance de se tromper, d'échouer. Et quand on a échoué, on vous dit on vous reprêtera de l'argent parce que moi vous ne ferez pas la bêtise que vous avez fait quand vous avez échoué, etc. Cette facilité de création d'entreprises américaines fait que des boîtes comme Google, Amazon, GAFA, vous savez qu'on les appelle GAFA. Vous savez que c'est GAFA. Oui, c'est ça. C'est Google avec Facebook. On va écouter autre question, remarque, mais parce que Monsieur de Sertine aussi a une petite remarque. Est-ce que c'est Ludovic qui vous demande si vous êtes allé au salon de l'auto ou qui parler des voitures et de la fin de l'automobile. Je suis pas allé au salon de l'auto effectivement, mais j'ai une voiture. J'ai une voiture, je veux dire. Et c'est évident que là, quand on est... Pardon ? À essence ? Oui, à essence en plus. C'est l'hybride. Ouais, bah alors je n'utilise pas beaucoup, mais je veux dire, moi je prends le métro. C'est toujours facile, hein. Ouais, je suis venu en métro, etc. Moi, je prends le métro, le d'accord. train. Mais faut être clair quand même, hein. Vous voyez, c'est quand même très pratique. Quand on est, mais non, c'est pas qu'on est très pratique, c'est que je suis stupide moi-même, quoi. Je veux dire, quand on est en train, on n'est pas en train de donner des leçons aux gens. Est-ce que vous pourriez faire autrement ? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Est-ce que vous ne croyez pas ? À Paris, j'ai pas de voiture. Est-ce que vous ne croyez pas que la crise de la sidérurgie, tabou de dire que c'est lié à la voiture aussi. Et la crise de la voiture, bon, c'est sûr que les gens ont absolument besoin en province, partout, d'avoir leur bagnole. Mais dans la génération qui monte dont on parle, est-ce que posséder sa bagnole a autant de valeur que pour nos parents ? Est-ce que le covoiturage, voilà. Mais même ma fille, j'ai une de mes filles qui va passer son permis. Le scooter, non, elle a raté plusieurs fois. Ça explique que les deux sont. Elle va pas le passer. Éloi, une nouvelle. Oui, alors une question et après je passerai dans la salle, préparez vos questions, affûtez vos questions. Une question qui revient souvent et qui doit, à mon avis, vous être posée assez régulièrement, une question de TOC sur le chat, sur Agoravox. La politique et l'action ne vous intéressent pas ? Ce serait bien d'avoir des gens comme vous. La politique, est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé ? Vous avez des ambitions politiques ? Ma réponse est très simple. Je préfère l'influence, je préfère tenter, j'espère, d'influencer les hommes politiques et les femmes politiques. J'ai été souvent sollicité pour des postes importants, mais la politique telle qu'elle est, avec le système représentatif, ne convient pas à mon espoir d'influencer le cours des choses. Mon pays d'abord, le monde peut-être ensuite d'une manière très prétentieuse. Moi, donc, je pense j'ai que toujours refusé. Par rapport à tout ce qu'on évoque et les choses sur lesquelles on travaille, et moi je travaille depuis longtemps là-dessus, le problème surtout c'est qu'il ne faut pas que ce soit récupéré par un côté politique ou l'autre. Parce que le gros danger, c'est ça, c'est que quand vous allez avoir un politique qui dirait c'est ça, ça veut dire que son opposant dira bon, par définition, je suis pas d'accord. Or là, on est sur des sujets qui doivent être absolument des sujets de consensus, absolument. Et donc notre premier boulot, c'est ça, à mon avis, c'est justement pas être récupéré ou pas vouloir apparaître, ce qui est tentant parfois quand même, parce que ça. C'est très tentant. Hein, et vous devez être sollicité, j'imagine. Oui, mais c'est ça. Donc mais il faut se méfier parce qu'ils s'empressent de dire faites partie de mon club de réflexion. Oui, ils vous disent ça en tête à tête et le lendemain vous trouvez dans la presse que vous faites partie du club de réflexion de X ou Y. Une autre et vous avez zèle contre vous. Question web, puis après. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle chez Croissance Plus ? Alors, Jacques Secondy. Monsieur au téléphone. Le nouvel économiste qui est avec nous. Bonjour. Je suis parti un peu de votre exemple du début sur les pays émergents qui ne devraient pas adopter notre modèle. Mais comment c'est possible ? Puis vous appelez une rupture. Est-ce que le meilleur moyen d'avoir cette rupture, c'est pas justement
les laisser adopter ce modèle, et puis là, il y aura une redistribution des cartes. Non, sauf qu'on est d'accord, sauf que ça pète, quoi. C'est-à-dire que si vous avez chaque Chinois qui a notre équipement automobile, notre équipement en télévision, notre équipement climatiseur, rien que les Chinois, ça pète, quoi. On est déjà à une situation, et là je crois que vous voyez, on a eu en France, on est spécialisé des querelles qui servent à rien, mais on a eu une querelle pour savoir s'il y avait réchauffement climatique ou pas. Mais dans l'état actuel des choses, si vous mettez la Chine consommatrice comme les États-Unis, le système ne marche pas. Le problème, c'est que quand vous dites aux pays émergents, vous ne pouvez pas faire comme nous, on ne peut pas continuer, nous, d'avoir exactement le même comportement. C'est-à-dire que ceux qui peuvent investir aujourd'hui, parce que c'est des gros investissements à faire, qui doivent vraiment très très vite changer, c'est nous. C'est nous qui devons dire, voilà, on est en train de changer, et vous, si vous avez envie, suivez-nous. Mais on ne peut pas leur dire, non, nous on continue, mais vous savez, c'est vraiment une impasse. Hein, mais vous, changez, parce que franchement, sinon, on va avoir un gros problème. C'est là la vraie question qui se pose pour nous, occidentaux. C'est là, évidemment, le désespoir qu'on a dans les sommets climatiques, quoi, où on est les premiers à dire, ah non, mais en fait, ça va être un peu compliqué, vous comprenez, le chômage, machin, etc. C'est des choses lourdes à porter pour l'Occident. Vous avez le reste du monde qui nous regarde en disant, se fiche de nous, quoi. Donc on doit montrer l'exemple. J'ai un peu de mal à adhérer à l'idée de fin des rapports de force qui seraient remplacés par des rapports de fluidité. Est-ce que c'est pas plutôt un nouveau pouvoir qui va s'installer et un petit peu comme le judoka est meilleur que le karatéka ou que le boxeur. Je suis désolé d'avoir été... je me suis mal exprimé. En aucun cas, les rapports de force vont être remplacés par des rapports de flux. J'ai une vision, certains dans cette salle le savent, complémentariste. C'est pas le ou, c'est le et. Prenez l'électricité. Le rapport de force en électricité, c'est la différence de potentiel. Et le rapport de flux, c'est l'intensité. L'un ne marche pas sans l'autre. Donc il y a nécessité de complémentarité. Donc on a besoin de rapports de force. On a besoin de structures pyramidales pendant encore longtemps, et peut-être tout le temps. Et les rapports de flux s'établissent dans un contexte différent, dans une émotion différente, dans un altruisme différent, dans un partage, dans une générosité, dans une solidarité, qui n'est pas le propre des rapports de force. Donc ça change. Mais pas les structures elles-mêmes. Elles se modifient lentement. C'est vraiment le cas de l'Europe qu'on évoquait tout à l'heure, à mon avis, est très bon à représenter. C'est-à-dire il y a bien des rapports de force en Europe, mais il y a bien cette idée aussi, à partir du moment où, notamment, on est dans une logique de liberté et de démocratie, donc vraiment au sens propre, et là on revient vraiment à cette notion de liberté d'information, donc de démocratie, de base de la démocratie. À partir de là, les rapports de force s'instaurent sur des choses différentes. Qui peuvent générer des conflits. Hein, attention, je peux me permettre. Pour l'Europe, c'est pas assez partagé. On a fait l'Europe administrative, l'Europe économique. D'abord, avant c'était le marché commun, le marché avant l'Europe de l'acier, Euratom, etc. Mais l'Europe de la culture, l'Europe des artistes, l'Europe de l'échange, de flux, de connaissances, de savoir-faire, une vraie Europe ouverte, avec une télévision européenne carrément ouverte. Bon, il y a des satellites, il y a des chaînes, etc. Arte, c'est déjà pas mal entre la France et l'Allemagne, mais cette Europe-là, cette Europe des gens, comme le dit très bien Edgar Morin, une communauté de destin, on ne l'a pas encore faite, cette Europe-là. Et les Lumières, alors tout à l'heure vous parliez de le fait que l'Europe peut apporter parce qu'on a une bonne expérience des rapports sociaux, des rapports humains et des conflits. Mais il faut remonter aussi aux Lumières. L'Europe peut énormément apporter dans la tradition des Lumières, c'est-à-dire dans la tradition de l'ouverture de la connaissance à tous et de l'art. Mais là, c'est pas le cas en Europe. Là, je suis pas sûr avec vous, Joël, que ce soit vers ça qu'il faille aller, parce que je crois qu'au contraire, aujourd'hui, l'immense diversité du monde finit par faire peur à l'être humain. Et donc, ce qui est intéressant dans l'Europe, c'est que l'Europe arrive à préserver sa communauté, aussi bien dans l'État, en disant on va faire, et en disant on fonctionne ensemble. Et ça, à mon avis, c'est pas complètement idiot. Où il faut aller beaucoup plus loin, c'est en effet dans le fait que les uns ne doivent pas aller contre les autres en utilisant la règle commune. Absolument. Mais dire on doit être dans un énorme melting pot. Non, ça, je suis pas d'accord. Je n'ai pas vraiment dit ça. Je me suis mal exprimé. C'est la diversité dans l'unité. Oui, mais on pourrait faire tout un débat sur cette question. J'ai peur que notre public soit un peu frustré, ça ne peut pas s'exprimer. De toute manière, ça pourrait durer des heures et des heures. Oui, parce qu'il y a tout est intéressant. Hein, vous êtes passionnés tous les deux. J'ai d'autres questions, mais je vois monsieur dans le public, madame également. Alors voilà, j'ai l'impression d'être un reporter. MBD. Je vous donne le micro, madame. Merci. Solange Saint-Caroman. Je reviens sur l'entreprise et le pouvoir, parce que, en fait, c'est vrai que je partage un peu cet avis qu'il va être difficile de passer du pouvoir pyramidal à moi ce que j'appelle l'entreprise neuronale, c'est-à-dire un réseau, voilà. Et en fait, le principe repose sur les valeurs et sur les fondements essentiels.
Et quand on intervient dans une entreprise, justement parce que, par exemple, il y a eu 25 fusions-acquisitions dans les 5 ans, et que d'un seul coup, c'est un réel problème, parce que dans toutes les business units, ils sont paniqués, ils sont aux mains des financiers, la hiérarchie n'a plus de sens pour eux, ils sont perdus. Donc à ce moment-là, le président vous dit, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Vous remettez du sens dans l'entreprise, vous remettez les valeurs, et vous faites comprendre à cette hiérarchie que justement la productivité va augmenter. Et d'un seul coup, elle augmente délibérément. Je suis d'accord. Hein? D'ailleurs, c'est pas un hasard si dans le livre Surfer la vie, il se termine par les 7 grandes valeurs, les 7 piliers de la sagesse, finalement. Voilà. Et en fait, je voulais écrire un livre sur les valeurs, la sagesse et le pouvoir. Oui. Et j'ai cherché le lien. Et c'est en attendant des vagues, un guettari, dans l'eau, que je me suis dit finalement, mais voilà le lien. Le lien, c'est la fluidité, c'est le flux. Oui. Et c'est le lien entre les trois. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, il y a ce chapitre. Mais je suis 100% d'accord avec vous. L'entreprise ne peut changer, se transformer en entreprise en réseau partagé que s'il y a des valeurs, si on est enraciné dans des valeurs et enraciné dans l'histoire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le fait que l'entreprise du futur ne sera plus aussi gigantesque. Elle va se partager, se morceler, parce que justement, elle sera en réseau. Donc, elle va être dans ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires. C'est un phénomène biologique, ça. Voilà, on est d'accord. Hein, on est d'accord. On est d'accord. La différenciation, ça s'appelle la différenciation. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Hein. Enfin, en fait, j'en sais rien. Et je crois que vraiment, l'économie et l'histoire des hommes nous apprend qu'on est toujours persuadé d'une évolution et que c'est exactement l'inverse qui se passe. Je veux dire, le fait qu'une entreprise soit éclatée ne signifie pas nécessairement que la grande taille va disparaître, voire même au contraire. Elle peut très bien devenir de plus en plus grande, de plus en plus tentaculaire. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur les rachats et ventes d'entreprises multiples, ça, alors, je suis entièrement d'accord avec vous, et je pense que là, il y a un problème qui n'est pas un problème du monde moderne, mais qui est un problème de la monnaie dans le monde moderne. C'est-à-dire qu'on a mis trop de monnaie dans le monde moderne, et du coup, quand il y a trop de monnaie, on ne sait plus quoi en faire, et tout, on a fini par faire des rachats successifs, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça, je crois que c'est un des aspects sur lesquels... Donc, mais en revanche, ensuite, dans la notion de pouvoir, si on est vraiment dans une approche beaucoup plus longue, le pouvoir, évidemment, il va se baser sur le contrôle toujours de ce que l'on va faire. Et quand on évoque le fait qu'on soit en système de réseau, ça ne signifie pas qu'on n'est pas contrôlé. Et là, le contrôle, il réapparaît, et il peut être évidemment le facteur coercitif. Et là, il ne faut pas rêver, ça ne veut pas dire le fait qu'on parle d'une nouvelle forme d'entreprise, ne signifie pas que ça va être un élément qui sera complètement génial et dans lequel on pourra s'épanouir. Il y aura un contrôle, et ce contrôle signifie en effet un pouvoir relativement, forcément, avec un caractère oppressif. Là, on revient vraiment sur la forme de Foucault. On ne peut pas en discuter malheureusement, on n'a pas le temps, mais c'est on va passer la question de la neutralité d'Internet. Hein. Vous poursuivrez peut-être tout à l'heure. Richard Collin avait une question. Une autre question, monsieur. Neutralité. Oui, Richard Collin. Moi, ça fait des années que je travaille sur ce que j'appelle la next entreprise. Et je veux m'adresser à vous, monsieur Sertine, parce que j'ai l'impression qu'on est tous optimistes, on est dans une vision. C'est quand même pas le monde des bisounours. Hein. On ne va pas parler de Goldman Sachs, mais on pourra en parler. C'est-à-dire que, quelque part, aujourd'hui, encore une fois, il y a des scénarios qui sont des scénarios de rupture, ou des scénarios de révolution, j'y crois pas trop, mais d'évolution, je suis assez d'accord avec Joël. Mais, quand même, la finance est là. Il ne faut pas rigoler, quoi. Hein, dans cette affaire aujourd'hui, quels sont, je dirais, il y a des scénarios à la Matrix qui sont possibles, quand même. Hein. Il y a des scénarios de contrôle financier fort. On voit bien que tous les acteurs de la finance aujourd'hui, ils viennent tous de Goldman Sachs. On voit bien qu'aujourd'hui, les enjeux de la finance sont importants. Comment avancer? Comment, finalement, est-ce qu'il y a un post-capitalisme? Est-ce qu'il y a un capitalisme pur et dur? Est-ce que, je dirais, quand X% de la valeur, en 2008, c'est 5% de la valeur mondiale était créée par le travail, le reste par la spéculation, on était à 10 aujourd'hui. Hein. Mais comment on fait moi, j'ai une petite réponse. Qu'est-ce qui va se passer? Avoir l'avis de Philippe, qui ne sera peut-être pas du tout d'accord avec mon approche. GAFA, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Ils sont en train de conquérir le monde. GAFA, c'est glisser à l'intérieur de la civilisation du numérique pour, comme dit Google, qu'il y a à chaque fois qu'on se réveille un écran Google devant vous. Donc sur le plan de la richesse, mais aussi sur le plan du pouvoir, ils sont en train d'essayer de conquérir le monde. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Je crois que GAFA contient les propres germes de sa autodestruction à l'intérieur. On l'a un peu vu avec Facebook, on va le voir un peu plus loin. Par ailleurs, d'autres pays, on a mentionné la Chine,
ont une volonté de s'autonomiser et créer un poids énorme. Donc, difficile. Et puis, il y a les 8 lobbies. Alors, je n'ai pas le temps de les énumérer tous, mais j'en donne quelques-uns. Les 8 lobbies, c'est le lobby financier, le lobby de l'industrie pharmaceutique, le lobby de l'agroalimentaire, le lobby de la vente des armes, le lobby de la drogue, le lobby nucléaire, je m'excuse de les mettre dans le même sac. L'énergie, le lobby des fossiles. Il y a 8 grands lobbies qui représentent le nouveau combat. Marx, c'était assez simple, si j'ose dire. C'était le capital, le travail. L'un opposé, les droits des uns et les droits des autres. Là, il y a 8 grands lobbies qui tiennent le monde et qui influencent les politiques. Plus GAFA, plus la Chine, plus d'autres. Alors, comment on fait? Donc, c'est les citoyens qui changeront ça. Tu as dit tout à l'heure, ça ne peut pas venir d'en haut. C'est les citoyens. Philippe, vous voulez répondre? Oui, mais moi, je pense quand même, vraiment, vous voyez, par exemple, même quand on parle de la finance, je connais un peu, mais... non, vous connaissez jamais Gaulle, non, mais... ou de même Goldman Sachs, je crois que... Là, sincèrement, ce sont des outils de domination de l'Occident. Il faut arrêter de penser que la finance, c'est 40 personnes qui... c'est l'Occident, c'est le bras armé de l'Occident et du problème qu'a l'Occident lorsqu'il voit émerger des pays aujourd'hui qui sont appelés à le dépasser. C'est ça notre problème aujourd'hui. Cette crise représente ce problème-là. Alors là, quand vous me dites, est-ce que l'Occident va accepter ça? Et les armes de la finance, qui ont été d'ailleurs aussi des moyens pour essayer d'atténuer ce choc-là pour les populations occidentales, ne sont que des armes, mais sont des armes en effet. Et donc la vraie question qui va se poser, ça va être de savoir, est-ce que, au fond, l'ensemble de la population mondiale va avoir un avantage tel qu'elle pourra dépasser ce risque ou cette peur qu'elle a d'elle-même, ou qu'elle a des puissances montantes. Je crois que la vraie question qui va se poser, si la finance devait servir, on va dire, de rempart à un moment donné, c'est d'abord parce qu'on serait en train de représenter une opposition. Vraiment, le risque de conflit qui n'a jamais été aussi fort à partir du moment où nous avons décidé de fonctionner ensemble. Quand vous êtes bien séparés, quand vous avez les pauvres d'un côté très très pauvres et les riches de l'autre, et en plus avec un mur entre les deux, eh ben, normalement vous dites il n'y aura jamais de rencontre des uns avec les autres, tout va bien. À partir du moment où vous les faites se rencontrer, et où en effet maintenant on va sur une rencontre de plus en plus rapide, de plus en plus forte, vous avez le risque de l'angoisse de ceux qui sont en haut. Mais Philippe, je ne suis pas trop d'accord sur cet occidental. Je ne suis pas trop d'accord sur cet occidental. Ouais. Le BRIC, le Brésil, Russie, Inde, Chine, aussi, quand Soros, dans son livre, dit que la finance mondiale est contrôlée par 300 personnes. Vous avez dit 40. Il dit 300 personnes. On les connaît, on va les citer. Non, on va pas citer. Mais les Chinois manipulent. C'est un mythe total des Américains, en particulier. Les Chinois manipulent les actions, les Indiens aussi. Je vois qu'il y a une influence mondiale, pas seulement occidentale. Et donc la vraie idée, c'est une idée de régulation que doit faire le monde et que doivent accepter les Occidentaux. Et aujourd'hui, on est vraiment confronté à ça sur la question financière, c'est qu'on voit que le vrai problème auquel on se heurte, c'est que politiquement, l'Occident ne veut pas. Politiquement, parce qu'il se rend bien compte de la conséquence. Et les 300 que sortent les Américains, que sortent Soros, c'est une rigolade. Le seul qui contrôle, c'est le président des États-Unis, pour l'ensemble des citoyens des États-Unis. Bien sûr, Goldman Sachs est simplement le bras armé du gouvernement américain, des citoyens américains, exactement comme la force des GI, c'est la même chose. Donc le truc facile et simple, c'est de dire, regardez, là, il y a Big Brother, c'est lui qui suffit d'abattre. Ce serait beaucoup trop simple, c'est plus compliqué que ça. Et on voit que, évidemment, Obama n'est pas le good guy qu'on croyait, ou que les Occidentaux et les Européens ne sont pas nécessairement ceux qui veulent le bien de tout le monde entier. Philippe, on va prendre une dernière question parce qu'on doit... Pronétaires de tous les pays, unissez-vous. On va prendre une dernière question de Michel Autier, puisqu'après on rend l'antenne dans quelques minutes. Pronétaires de tous les pays. Michel Autier, si vous voulez poser votre question. Moi, je suis un peu embêté parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais j'ai l'impression qu'il y a un point aveugle dans tout ce que vous dites. C'est-à-dire que toute cette domination dont on parle, elle est liée à quelque chose qui est le respect du droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse du droit et de ce système de règles à une époque où on accepte de tout fluidifier. La grande mode, c'est de faire du droit, c'est-à-dire de faire du dur. Donc je n'arrive pas à comprendre la contradiction qu'il y a entre le fait que l'ambition de quelqu'un de jeune qui veut gagner de l'argent consiste non pas à faire une entreprise, mais à travailler sur le droit, c'est-à-dire à travailler sur le durcissement des rapports sociaux. Et au point qu'on ne s'en rend même plus compte, puisque quand on veut traiter d'un problème fondamental dans la liberté de l'information, qui est le problème du droit d'auteur, on pense que le problème, c'est le droit d'auteur.
Alors que le droit, c'est ce qui empêche de résoudre le vrai problème, qui est la rétribution des auteurs. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, en prenant les choses d'une autre façon, que si le droit est une façon de réguler les rapports entre les personnes, l'avenir, c'est d'inventer de nouvelles façons de réguler les rapports entre les gens. Et que, effectivement, les gens qui refusent les droits d'auteur sont des gens qui disent, nous, en tant qu'auteurs, on va construire de nouvelles règles avec nos lecteurs et avec les autres auteurs qui se passeront du droit. Et à partir de ce moment-là, ça marche. Mais ce qui est cette analyse de dissolution du droit, eh bien, je trouve qu'elle est absente de toutes nos réflexions, y compris de la mienne. Et j'aimerais bien savoir si vous connaissez des auteurs qui font une réflexion sur. Il y en a qui publient gratuitement sur Internet. En face de vous, il y a des auteurs qui staffent des livres gratuits sur Internet. Mais c'est peut-être. Mais je pense que là, si on rebondit sur la question précédente, c'est sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait qu'on a une logique du droit qui est une logique qui est inadaptée à la nouvelle forme de société. Ça ne veut pas dire pour autant, par rapport à la question qu'on évoquait tout à l'heure sur l'entreprise, qu'on va vers une société sans droit. C'est pas ça l'idée. C'est l'idée, en effet, qu'il y a un autre droit, une autre façon de définir le droit. Et je suis pas d'accord avec vous, c'est pas du tout neutre de dire c'est des questions importantes. Qu'il y ait des gamins qui aujourd'hui s'intéressent à ça, ils ont raison. Le droit, c'est le premier ciment d'une société. On veut pas une absence de société. Même au niveau mondial, c'est pas la disparition de la société, parce que là, ce serait le bazar ou ce serait la jungle. La seule chose, effectivement, vous avez raison, c'est que le droit ancien n'est pas adapté du tout. Notre façon de dire, ce qu'on disait tout à l'heure, on fait une règle et on dit, il n'y a rien au milieu et après on verra quelque chose. Non, c'est sûr, ça ne marche plus. Et donc là, il y a une autre façon, et là, quand on évoquait la finance, c'est sûrement un des postes avancés du monde aujourd'hui où on est en train de réfléchir à l'autre façon de faire le droit. Et on se rend compte que c'est super compliqué parce que immédiatement, quand les acteurs sont là en face les uns des autres, ils se disent, oula, je suis en train de perdre. Et dans le droit, en fait, c'est ça le principe. C'est évidemment qu'il y a des gens, et même soi-même, on va nécessairement perdre. Et ça, c'est la vraie difficulté de la liberté. C'est d'accepter un droit dans lequel je vais forcément avoir quelque chose à perdre. Et peut-être parce qu'il y a une confusion entre le droit et la règle. C'est-à-dire que peut-être que réguler... Il manque un micro. Pas pareil. Sans micro, ça va être un tout petit peu plus compliqué. On va terminer ici, parce qu'on est censé rendre l'antenne à 30, il est déjà 37. Donc merci à tout le monde. C'était un premier dialogue stratégique en direct, filmé avec la complicité de Triple C. Merci à Agoravox également qui nous accueille au-delà des limites. Joël de René, vous serez à la Cité de la Réussite, alors vous, je sais plus. Dimanche 21 octobre à partir de 16h30 avec Jacques Attali. Sur le partage dans le cadre de la Cité de la Réussite à la Sorbonne. Philippe Dessertine, vous participez à un débat demain avec Alexandre Adler à 15h dans le cadre du Forum de l'investissement. Et votre nouveau livre, Le Guet du Tigre, toujours chez Anne Carrière, paraît ces jours-ci, je crois. Le 8 novembre, le jour du 18e congrès du Parti communiste chinois. Ah, donc ce n'est pas un hasard. En plus, ça se passe c'est un thriller géopolitique qui se passe en Chine. Donc pour revoir ce débat en podcast, pour trouver des informations sur nos invités, vous vous connectez sur lesdialoguestratégiques.com, triple-c.fr ou agoravox.fr. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère à une prochaine fois. Bonne soirée. Bravo.